Merci, bonjour à tous. Je vais vous parler donc de crise de grande ampleur. Je vais vous dire quelques mots sur le fait que une crise arrive généralement après plusieurs phases, et la phase donc, de catastrophe et la phase de l'accident. Le tout est encadré par des textes relativement clairs, précisément, qui définissent notamment l'organisation de la réponse de la sécurité civile. Les plans Orsec, ce que l'on ne sait pas trop, c'est que ils sont à l'heure actuelle, depuis la loi 2004, dans un dispositif de vigilance permanent, permettant d'anticiper et de gérer. Le projet de recherche que nous faisons au sein de l'École des Mines d'Alès, c'est l'anticipation et la gestion de ces événements à travers toute une série de méthodes et d'outils que je vais détailler dans quelques instants. Ça s'inscrit dans une série de partenariats, notamment que l'on a avec le CEA, pour étudier quelque chose qui est extrêmement important maintenant, c'est l'interdépendance des infrastructures critiques et les moyens de mettre en œuvre ces liens d'interdépendance entre ces différents éléments. Donc, différentes méthodes et outils sont mis en œuvre dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec le CEA, Direction des applications militaires, et plus précisément avec l'Université Polytechnique de Montréal, pour étudier encore une fois comment les cascading effects affectent toute une série de réseaux lorsqu'ils sont affectés par toute une série de perturbations, notamment de type agression malveillante. Oui. D'une manière générale, les crises de grande ampleur sont caractérisées par des problématiques récurrentes. Alors, on peut identifier plusieurs éléments qui sont des invariants. Premièrement, la limite des approches de prévention et de gestion. Ce qui caractérise une crise de grande ampleur, c'était la mission que m'avait proposée notamment Yannick Vimont, ici présent pour parler de ces aspects-là, c'est la non-détection des signaux avertisseurs. Les grandes crises sont toutes caractérisées ensuite par des problématiques de communication. Alors, de télécom de crise, essentiellement télécom de crise, et je veux faire un lien avec tous les travaux qui sont faits notamment ici à Télécom, mais aussi à Brest, notamment sur les problématiques de télécom de crise, les problématiques de coordination entre les différentes parties prenantes, on va le détailler dans un instant. Toutes les crises de grande ampleur sont caractérisées par des bilans humains importants, mais surtout par des perceptions et des représentations différentes de la situation. On essaye, ici à l'École des Mines d'Alès, d'étudier depuis maintenant une quinzaine d'années les problématiques d'effets dominos sur des agressions, sur des installations industrielles. Concrètement, on étudie les conséquences d'une perturbation du type attaque terroriste sur une raffinerie, tout simplement par en étudiant le passage d'une onde de surpression sur un certain nombre de gaz toxiques et inflammables, fragmenté en tant que gouttelette, et le passage d'onde de surpression va entraîner une fragmentation plus fine, et donc une modification du nombre de Weber, et donc une génération d'un nuage qui est différent. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que on voit bien le lien qu'il y a entre la mécaflux et l'étude des risques. Concrètement, les études que nous faisons, c'est quoi? C'est tout simplement mettre au point des modèles qui sont généralement des modèles assez déterministes, et leur validation expérimentale à travers des essais expérimentaux. Ces essais expérimentaux, ce sont des essais des lâchers, par exemple, de gaz sur des terrains expérimentaux à petite échelle. Et puis, on va faire du scale-up pour étudier, en cas d'accident réel, quelles vont être les conséquences de ces accidents. Et donc, quelles vont être les distances de sécurité sur lesquelles, par exemple, on va demander une évacuation de population, un confinement des populations. Cette double approche, à la fois de CFD, Computer Fleet Dynamics, et ces aspects humains d'évacuation ou de confinement de population, eh bien, c'est au cœur de la recherche dans le domaine des risques dans la plupart des écoles des mines. C'est-à-dire avec à la fois une approche très physique, très théorique, très mécaflux, puis une approche qui intègre la composante humaine et le facteur humain. Alors, de nos jours, les récentes crises, c'est essentiellement des menaces nouvelles et surtout de nouvelles vulnérabilités. C'est ça qu'on essaie de qualifier de situations de grande ampleur. Alors, les situations de grande ampleur introduisent deux problématiques fondamentales. Premièrement, comment apporter des référentiels communs aux acteurs afin de leur permettre une représentation partagée de la situation. Ça, encore une fois, c'est quelle est la distance sécurité, hein? C'est ça la question. Je veux dire, l'image que vous voyez en haut à droite, c'est les inondations en 2002. Une crise de grande ampleur, c'est
ce vieux pont romain que vous avez à l'écran, qui fait date donc de 0 après Jésus-Christ, c'est tout simplement l'eau qui va monter jusqu'au premier niveau. La crise d'AZF, je reviendrai, puis les crises Lothar et Mataos. Deuxième caractéristique d'une crise de grande ampleur, c'est comment reconnaître et puis les anticiper. Alors, là encore, on a étudié ça à travers des approches qui permettent donc de lier des modèles déterministes d'incendie à des systèmes d'information géographique, et le couplage des SIG par des cartographies de l'IGN, la BD Topo, la BD Carto, à des modèles déterministes nous a permis d'étudier il y a maintenant quelques années et de mettre au point ce code de calcul et ce système d'aide à la décision spatiale permettant l'anticipation des crises, notamment dans la région Île-de-France. Alors, par l'intermédiaire d'un GIS que nous menons avec l'INERIS, qui est l'Institut national d'environnement et des risques, l'INESJ, l'Institut national des hautes études pour la justice, et l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, nous avons travaillé sur une thèse qui avait pour but d'identifier l'anticipation et la gestion des crises de grande ampleur à travers 4 éléments. Premièrement, l'analyse d'informations qui remontent du territoire. Quel flux d'informations, comment, par quel canot, quelle est la validité de cette donnée. 2, l'identification de l'état des lieux actuel, et cette dynamique-là a été fondamentale. 3, quantifier, instancier un potentiel de crise. 4, préparer la décision, et une décision forcément multicritère, et donc on avait des méthodes de type SAATI ou AHP ou ELECTRE qui étaient étudiées et comparées pour proposer une série de décisions multicritères. Alors, on a parlé de gestion de crise, quelques éléments généraux. Une crise, cette étude-là, ce GIS-là, a permis d'amener les conclusions suivantes. Une crise, pour nous, a une origine naturelle ou anthropique. C'est essentiellement des effets critiques qui affectent des enjeux, au sens de l'aléa exposé, des enjeux importants. Une nécessité d'un besoin au niveau stratégique, mais qui se fait cette décision dans une condition extrêmement dégradée. Et puis surtout, ce qui est fondamental, c'est une obligation d'en rendre public sa décision. Alors on a fait ces travaux-là, notamment en collaboration avec Thales à l'ENA-Space, dans le cadre d'une thèse qui était la contribution à l'aide à la décision en gestion de crise, de définition et développement d'un environnement virtuel de formation. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est une architecture multitiers distribuée basée sur de la simulation multi-agent. On a fait ça notamment avec nos amis du LGI2P à l'initiative. Comment se gèrent les crises? Essentiellement avec 3 niveaux. Un niveau stratégique, c'est celui qu'on va étudier dans le simulateur. Dans quelques instants, je vous en parle un peu plus. Un niveau tactique et un niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, j'en parlerai très peu, c'est celui des sapeurs-pompiers localement qui vont faire toute une série d'actions, je ne vous en parlerai pas. Le niveau stratégique, il y a pas mal de recherches sur le sujet. Celui qui est relativement mal étudié, dans lequel il y a relativement peu d'éléments de la littérature, c'est le niveau tactique. Pour arriver donc depuis la crise à la gestion de crise, toujours dans un environnement dégradé, dans des conditions difficiles. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi la stratégie, c'est quoi la tactique, c'est quoi l'opérationnel, c'est quoi ces niveaux-là? Essentiellement, classiquement, je vais donner quelques exemples, ça se fait au niveau d'une préfecture, au niveau d'un PC communal, souvent en situation très difficile, dans un gymnase par exemple, ou au niveau d'un PC terrain, au niveau des pompiers. Dans le détail, on voit bien que 3 éléments de vulnérabilité caractérisent cette cellule stratégique de crise. Premièrement, les moyens. Ce qui caractérise une crise qui se passe mal, une crise de grande ampleur, c'était la commande, c'est essentiellement l'absence ou l'indisponibilité des données. Et cette fonction-là de disponibilité et sa dynamique dans le temps est extrêmement difficile à adresser. 2, la fiabilité d'une organisation. Au jour d'aujourd'hui, le moyen le plus classiquement utilisé, c'est un outil, une organisation, fiable ou pas, avec la nécessité d'arriver vers une organisation fiable de point de vue de sa résilience. Et enfin, le dernier point, c'est le vécu. Alors, comment étudier le vécu? Essentiellement à travers des outils de formation. Je voudrais juste passer très rapidement sur le plus grave accident et la plus grave crise de grande ampleur récente, c'est-à-dire l'accident de Fukushima, avec
Une étude qu'on a conduite sur 3 sources fondamentales qui ont montré finalement qu'il y avait des refus d'aide internationale, une absence PC terrain et surtout une évacuation tardive des populations. On est arrivé à quoi? Tout simplement à une mobilisation tardive des compétences. Et donc, la caractéristique des crises, c'est qu'on a une rareté. Si c'est rare, il y a donc, comme l'a expliqué Lagadec, et comme le font nos amis à l'école des mines de Nancy, une nécessité d'organiser un maintien continu de l'expérience. Comment faire un système continu d'acquisition de l'expérience? Il faut mettre l'individu dans des situations proches de la réalité et surtout étudier des processus d'apprentissage. Pour cela, de nombreuses limites, 5 essentiellement. Première limite, la difficulté d'organisation. Organiser des exercices de grande ampleur comme ça, c'est extrêmement difficile. Comment étudier le facteur humain? 2, la problématique d'immersion, il faut que les gens y croient. 3, et c'est surtout là où on travaille le plus, c'est le lien fondamental qu'il doit y avoir entre les modèles mathématiques que l'on va intégrer dans le système multi-agent et la réalité. Si on veut que les gens soient immergés, croient, sentent réellement, il faut que le code de CFD soit intégré dans le système multi-agent avec des agents non archétypiques afin que le modèle soit le plus représentatif de la réalité, afin de favoriser cette immersion. Mais ce qui caractérise le plus ces scénarios, c'est qu'ils sont généralement très mal acceptés par les acteurs. Il faut qu'ils soient extrêmement proches de quelque chose de crédible. Enfin, nous travaillons vers une amélioration de l'évaluation. Je terminerai quelques éléments là-dessus parce qu'il faut aller très vite. Tout simplement pour dire que le travail que nous conduisons en partenariat avec l'Université de Nîmes, je vais aller très vite, je vais aller vers le dernier transparent, c'est un travail qui a pour but d'améliorer la structuration du débriefing. Je m'explique. Vous avez vu mon déroulement? Il y a des crises de grande ampleur, il y a de nombreux acteurs, l'interopérabilité des moyens de communication n'est généralement pas bien adressée depuis de nombreuses années. On peut citer plein d'exemples dans lesquels on a montré que ça ne marchait pas bien. Pour améliorer, encore une fois, les décisions en situation d'urgence, il faut faire de la formation. Et donc pour faire la formation, qu'est-ce qu'on apprend dans ces exercices? Est-ce qu'on apprend quelque chose qui nous sert? Est-ce que le scénario était réellement adapté à la problématique? Est-ce qu'on est capable de caractériser la réponse? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de dire aux décideurs, voilà, ce que vous avez fait, c'était très bien. Moi, je pense que là, vous avez été mauvais. Pourquoi? Est-ce qu'on est capable de dire à un préfet, par exemple, non, monsieur le préfet, là, c'était pas terrible, je pense que j'aurais mieux fait. Personne n'est capable de faire ça. Donc, la structuration du débriefing avec un véritable travail sur l'identification de la décision est mené à l'heure actuelle. Ces travaux sont notamment conduits donc, dans des partenariats que nous avons avec l'Université de Nîmes pour adresser, encore une fois, de façon très précise, les approches psychosociales et le comportement d'un groupe. Voilà, et je vous remercie. Je pense que celui-là marche. Voilà, c'est bon. Merci Gilles pour cette présentation et aussi pour avoir tenu le temps. Est-ce qu'on a des questions? On peut prendre une question, le cas échéant. Là, on sent qu'on est aussi sur une problématique vaste, hein, très très vaste. On peut échanger longtemps sur qu'est-ce qu'une crise et à partir de quel moment on commence à travailler, les préventions, la stratégie. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Effectivement. Donc voilà, une logique d'urgence. Voilà. Et entre parenthèses, nous réfléchissons justement à l'organisation, la structuration de ces activités au sein de l'Institut Mines Télécom aussi aujourd'hui en termes de réseau aussi, dit réseau thématique qui est censé mettre en place une animation transverse sur ces activités des risques et crises. Il y a Martial quand même, Humberti, qui a une question. Une question rapide, parce que c'est la fin. On s'est intéressé plus particulièrement à la gestion de crise en matière de SSI. C'est-à-dire sur un grand réseau d'un grand groupe, ainsi, certaines attaques pouvaient créer une crise du SSI lui-même, avec tout un tas de mesures à prendre. Et le débordement de cette crise sur une crise de plus haut niveau, je pense par exemple au SCADA ou
qui pouvaient là véritablement créer des problèmes de niveau stratégique, de niveau humain, l'explosion d'AZF qui viendrait par exemple d'une attaque informatique. Voilà. Donc ce lien entre les deux est très intéressant et on a pas mal de demandes des entreprises pour traiter ce genre de cas aujourd'hui. Je vous remercie de la remarque. En fait, ce que vous illustrez, c'est qu'en fait, il y a deux mondes qui sont relativement complémentaires et qui sont nécessaires de relier. C'est le monde de la sécurité des systèmes d'information, les sécurités des SCADA et les crises de grande ampleur en intégrant cette dimension humaine nécessaire aussi dans la problématique. Surtout, ce qui nous semble aussi pertinent, je l'ai dit dès le début, mais j'y reviens, la nécessité d'évaluer les conséquences en termes de distance sécurité. Parce qu'encore une fois, la demande de la société, c'est moi, à 1500 mètres, est-ce que je suis impacté ou pas? Moi, à 2500 mètres, je suis impacté par quelle concentration ou pas? Et cette dimension mécaflux est totalement intégrante dans la problématique aussi. Donc on a une approche extrêmement pluridisciplinaire, sinon on n'est pas capable de répondre à la question. Je pense que c'est l'un des domaines par construction qui est pluridisciplinaire complètement en fait là-dedans. Très bien. Il y a une petite question de José à Rojo de l'ANSSI. Une toute petite question. Tu as parlé en intro de nouvelles vulnérabilités. Est-ce qu'on parle bien de nouvelles vulnérabilités ou plutôt des risques, en fait, des attaques à l'encontre de systèmes qui ont toujours été là, jamais sécurisés et qui aujourd'hui sont une source d'attaque? Je reconnais ta pertinence, José, depuis de nombreuses années, on se voit. En fait, je pense que nous, on parlait de vulnérabilité de système. D'accord? Plus sous cet angle-là, tel que je l'ai présenté ici. Mais on peut reprendre la discussion si tu veux.